Bonjour, je suis Victor Fraua, vétérinaire responsable des communications techniques chez Advance et aujourd'hui, sur Vets Clinics, l'écosystème numérique pour les vétérinaires d'Advance Veterinary Diets, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous à Dominique Heripret, le docteur vétérinaire Dominique Heripret, est diplômé de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et titulaire d'un diplôme du Collège européen de dermatologie vétérinaire. Il a été président du groupe d'études en dermatologie des animaux de compagnie, président de l'European Society of Veterinary Dermatology, vice-président de l'European College of Veterinary Dermatology. Il est membre du bureau de l'European Board of Veterinary Dermatology. Il a été responsable du service de dermatologie du centre hospitalier vétérinaire Fréjus à Paris et il est actuellement responsable du service de dermatologie du centre hospitalier vétérinaire Pommery à Reims. Alors, bienvenue Dominique. Merci Victor, merci aussi à Vets Clinics de m'avoir invité. Ok, je suis ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Et tout d'abord, j'aurais une curiosité. Pourquoi tu as choisi cette thématique aujourd'hui? Pourquoi tu aimerais de parler des traitements contre les démangeaisons chez les chats aujourd'hui? Alors oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu une évolution importante chez le chien qu'on n'a pas trop eu chez le chat, donc c'est bien de remettre les choses en place. La deuxième, c'est que la solution chez le chat, c'était longtemps et c'est toujours un peu de faire des piqûres corticoïdes retard qui ne sont pas forcément idéales. Et la troisième, c'est à l'inverse, c'est que maintenant, il y a même une corticophobie du propriétaire ou du vétérinaire qui démarre. Et c'est bien aussi de remettre les choses au point, notamment sur l'usage des glucocorticoïdes. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette présentation. Alors, je crois qu'on va voir tous ces sujets Voilà. que tu Donc, on en va parler parles. un petit peu de tout ça. Alors, je suis membre du bureau de l'EBVS, qui est l'European Board of Veterinary Specialization, pas de dermatologie. Ah, merci beaucoup C'est pour pas la grave. précision. Non, mais c'est pas bien grave. Donc, la première chose chez le chat, c'est de différencier un toilettage normal d'un prurite anormal. Et le toilettage, c'est un acte quotidien pour le chat et c'est un acte majeur à la fois pour sa reconnaissance olfactive, ses phéromones, la vitamine D. Et en gros, il passe 1 à 2, voire plus, heures par jour à se lécher et un petit peu à se gratter, mais l'ensemble est quelque chose de tout à fait normal sur un chat. Ça, c'est des photos de mes chats en train de se toiletter, et pour autant, c'est un acte totalement normal. Alors quand ça prend des proportions de grattage ou de léchage, là, ça devient pathologique, et très régulièrement, bien sûr, il y a des causes, et je réinsisterai régulièrement là-dessus, mais c'est pas parce qu'on va parler des traitements symptomatiques du prurite qu'il faut négliger la démarche diagnostique et la recherche de la cause réelle qui fait cette démangeaison. Et alors, pour démarrer et mettre les choses dans leur contexte, peux-tu nous rappeler quelles sont les principales causes de démangeaison chez les chats? Alors ça, c'est important parce qu'il y a, comme chez le chien, beaucoup de causes différentes, mais chez le chat, la particularité, c'est que la même cause peut parfois faire des effets un peu différents. On va voir ça dans un instant. C'est très largement dominé par les dermatites prurigineuses, la dermatologie du chat, aussi du chien, mais encore plus vrai chez le chat. Et là-dedans, on a un certain nombre de causes qui sont les causes infectieuses avec les parasites, les causes infectieuses avec les bactéries, les virus. Là, j'ai marqué acné, mais c'est acné avec infection cutanée, sinon l'acné seul ne gratte pas spécialement. Les hypersensibilités, les troubles comportementaux qui soient déclenchants ou aggravants, et le côté aggravant est souvent mésestimé, notamment dans des phénomènes douloureux comme le prurite cervico-facial, et aussi tout un tas d'autres choses, plaques granulomésonophiliques un peu spécifiques du chat, dermatite de contact assez rare chez le chat, pemphigus, mastocytose plutôt chez le sphinx, etc., douleurs irradiées, donc tout un tas de causes qui sont moins importantes sur un plan statistique que les premières. Donc si on regarde ce qu'il y a de plus important, voilà à peu près ce qu'on va trouver très régulièrement, donc des parasites, de l'infection avec l'acné, dermatophytose, qui peut être tout à fait prurigineuse, notamment chez le persan. La DAPP que j'ai mis en gros, parce que c'est vraiment la première cause de démangeaison, en tout cas en France, pour les chats. Le comportement qu'on peut garder, parce que même si c'est discutable, c'est une entité qui est susceptible d'entraîner un excès de léchage ou de grattage chez le chat, et il ne faut pas prendre ça à la légère et prendre
le comportement doit faire partie de la liste et pas arriver en dernière position au cas où on n'a rien trouvé. Donc la démarche diagnostique va être importante en même temps que cette démarche diagnostique, on va avoir une démarche thérapeutique puisqu'on va essayer de gérer les causes qu'on va mettre en évidence. Donc mettre en évidence une cause parasitaire, eh bien, on va la traiter. Mettre en évidence une cause infectieuse, on va la traiter, autant que faire se peut. Et à ça, on va ajouter un traitement antiprurineux qui sera symptomatique pour calmer l'animal et bien sûr répondre à la demande du propriétaire. Il faut d'emblée envisager, alors ce n'est pas toujours utile, mais quand même dire au propriétaire, écoutez, on a trouvé ça, on va le traiter, on va empêcher que votre chat se gratte à nouveau, mais méfions-nous, il peut se passer des choses qui peuvent récidiver, donc surveillez-le bien pendant 3 à 6 semaines, ça va vous devoir en fonction de votre suspicion, pour les prévenir qu'il faudra peut-être les revoir pour aller plus loin dans le diagnostic différentiel et également dans le traitement. Et encore une fois, comme je vous ai dit, on allait quand même insister là-dessus, le traitement antiprurigineux symptomatique ne dispense pas de la démarche diagnostique, ce qui a été un peu le cas avec cette piqûre miracle qui durait pendant 3 à 6 semaines et qui est très souvent inutile. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est important parce qu'on va quand même limiter grandement, si on traite ce qui est traitable, limiter grandement les hypothèses diagnostiques qui nous restent, qui seront essentiellement allergiques. Alors, vous voyez que là, j'ai mis que la DAPP, toujours, la dermatite par allergie aux piqûres de puce, toujours en importance, parce que le problème, c'est qu'on ne peut jamais être vraiment sûr que le chat ne soit pas piqué. C'est-à-dire qu'on peut le traiter, on peut empêcher, en fait, tuer les puces qu'il a sur lui et tuer les puces qui vont monter sur lui, mais on ne peut pas empêcher une première piqûre de chat, ce qu'on appelle sur les foyers d'éclosion. Et cette première piqûre, c'est impossible à empêcher. Donc on ne peut jamais être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de piqûre de puce. Donc il faut maintenir cette hypothèse. En moyenne, une puce qui éclot, elle pique en moins de 30 secondes chez le chien. Chez le chat, c'est pareil. Donc c'est quelque chose qui est imparable. Donc on ne peut pas l'éliminer ça. Il faut garder ça en cycle différentiel. Donc on va revenir sur nos traitements parce que on va sortir un peu du diagnostic pour revenir sur nos traitements. C'est clair. Alors, une question qui arrive très souvent, c'est dispose-t-on des mêmes médicaments pour les chiens que pour les chats? Alors malheureusement non, parce que chez le chien, depuis une dizaine d'années, on a eu pas mal de nouveautés. Donc là, j'ai repris donc, ce qui se passe chez le chien sur ce tableau imaginé par Thierry Olivry au départ. Donc avec des produits qui vont être à large spectre, comme les glucocorticoïdes et la cyclosporine. En plus petit, j'ai mis cytotoxique parce que c'est réservé à des cas particuliers. On a l'avantage chez le chien d'avoir un spectre moyen qui est un inhibiteur tyrosine kinase qu'on appelle le clacitinib, l'Apoquel en ont déposé. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant chez le chien. On a aussi un spectre totalement étroit, c'est-à-dire qu'il fait une action, un anticorps monoclonal, qui est le cytopoint. Et puis d'autres choses comme les antihistaminiques qui sont en perte de vitesse et en perte d'intérêt, la gabapentine, les inhibiteurs de recapture de sérotonine qui sont plus à visée comportementale, donc qui ne sont pas directement antiprurigineux. Alors chez le chat, les deux grosses nouveautés ne sont pas là, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'anticorps monoclonal et celle du chien ne peut pas aller chez le chat puisque c'est très, très spécifique d'espèce, ça ne peut même pas aller chez un renard. Bon, ils en auraient besoin, les pauvres, parfois. L'oclacitinib a été utilisé chez le chat, mais on verra ce qu'on vient d'en penser, et pas grand-chose de bien. Et il nous reste vaguement les antihistaminiques et puis d'autres petites choses. Donc vous voyez qu'on est assez limité à finalement des antiprurigineux anciens, glucocorticoïdes et cyclosporine, si on veut avoir un effet rapide et puissant. Ce n'est pas un antiprurigineux, mais le premier antiprurigineux chez le chat, de par la fréquence des parasites, c'est le traitement antiparasitaire. Donc si à partir du moment où un chat se gratte, il faut revoir le traitement antiparasitaire avec le propriétaire, c'est la base. Et ensuite, donc, on a les glucocorticoïdes systémiques, voire topiques, la cyclosporine, et puis d'autres médicaments qu'on va défiler assez rapidement le long de cet exposé. Ok. Alors, question suivante. Existe-t-il des particularités d'utilisation effets secondaires et des glucocorticoïdes chez les chats? Alors oui, et ça c'est aussi partie prenante de l'importance de connaître ces particularités pour bien les utiliser. Alors il y en a plusieurs qui traînent aussi dans des livres ou qui sont encore donnés dans des RCP, comme le rythme circadien. Ça a été prouvé qu'il n'y avait que des sécrétions pulsatiles de corticoïdes naturels chez le chat, comme chez le chien. Donc il n'y a pas besoin de donner ça comme chez l'humain
plutôt le matin ou plutôt le soir, comme il a été dit avec le chat. Donc il n'y a pas de rythme de production de corticoïdes en fonction du moment de la journée. On sait aussi qu'il y a moins de récepteurs cutanés hépatiques et moins d'affinité de ces récepteurs glucocorticoïdes. Donc, ce qui veut dire que déjà, qu'il faudra plus de corticoïdes pour faire le même effet chez le chat que chez le chien. Et c'est à peu près un facteur de 2, mais on va revoir ça. L'élimination est aussi plus rapide que chez le chien, donc ce qui peut aussi modifier un petit peu les choses. Les autres petites particularités, c'est plus des particularités donc annexes, comme pas de formation de phosphatase alcaline cortico-induite. Chez le chat, la parse intermédiaire est plus impliquée dans la sécrétion d'ACTH, ce qui fait que c'est une partie de l'explication qu'il y a moins de ce qu'on appelle le syndrome de Cushing iatrogène chez le chat que chez le chien. La prednisone, qui est un sel de corticoïde largement utilisé en médecine humaine et qui a été largement utilisé aux États-Unis dans les années 90, eh bien on s'est aperçu finalement que la métabolisation était très mauvaise, c'est-à-dire qu'avec 21% de prednisone métabolisé en prednisolone, qui est la substance active. Donc il y a des vieux papiers concernant l'usage des corticoïdes qui utilisaient la prednisone et qu'il faut prendre avec précaution parce qu'on n'a pas beaucoup de chats finalement qui y répondent. Et chez le chat aussi, on s'est aperçu, enfin une publication a montré que l'obésité était un facteur important parce qu'il ne fallait pas donc adapter la dose au poids factuel du chat, mais plutôt à son poids normal qu'il devrait avoir. Et sinon, on a un risque de multiplier par 2 l'impact des corticoïdes sur l'organisme du chat. Donc, il faut faire attention. Donc, comme je vous disais, la dose doit être multipliée par 2, et ça c'est bien établi dans la littérature. Ce qui veut dire que pour un effet anti-inflammatoire ou anti-allergique qui nous intéresse, on est entre 1 et 2 mg/kg et non, comme chez le chien, entre 0,5 et 1 mg/kg. Et ça c'est majeur parce qu'une partie de l'échec ou en tout cas de la faible action des corticoïdes sont liées à des sous-dosages initiaux. Si on veut être immunomodulateur, au lieu de 1 à 2 mg/kg, enfin 2 mg/kg, on est plutôt entre 2 et 4. Donc il ne faut pas hésiter, c'est simplement un métabolisme qui est différent. Alors il y a peu de Cushing iatrogène chez le chat, mais il ne faut pas dire qu'il n'y en ait pas, ça existe. Moi j'ai une douzaine de cas au cours de ma carrière, donc c'est rare, mais ça arrive. Donc utiliser la prednisolone et jamais la prednisone. On peut utiliser aussi la dexaméthasone. La méthylprednisolone en comprimé n'a pas d'AMM chez le chat en France, donc logiquement, ce n'est pas le premier sel de corticoïde qu'il faut utiliser. La dexaméthasone, donc on l'utilise à une dose à nouveau relativement importante, 0,2-0,4 mg/kg, que ce soit en comprimé ou en injectable. Les deux sont faisables. Alors, tu as dit tout à l'heure, Dominique, qu'il y a une certaine corticophobie chez les propriétaires, chez les vétérinaires. Alors, et les glucocorticoïdes sont-ils vraiment dangereux ou pas? Alors, ça dépend. Ça dépend comment on les utilise. C'est vrai qu'il y a maintenant, il faut être tranquille avec les corticoïdes s'ils sont utilisés dans de bonnes conditions et brièvement. Et ça, on peut le prouver. Maintenant, on a des éléments pour le prouver, en sachant qu'il y a des contre-indications à leur usage. Il faut connaître leurs limites et leurs effets secondaires. Donc, les contre-indications des RCP, c'est les infections virales en cours, les infections fongiques non contrôlées, le diabète sucré, bien évidemment, l'insuffisance cardiaque ou rénale, les ulcères oculaires ou digestifs. Et puis aussi, avec des vaccins vivants atténués, c'est une contre-indication qu'on retrouvera avec la cyclosporine. Donc là-dessus, il faut faire très attention sur ces situations-là, avec une contre-indication, c'est-à-dire qu'on engage notre responsabilité si on l'utilise hors AMM. Après, c'est toujours des questions de bénéfice-risque. Mais il faut différencier plusieurs situations. Donc la première, c'est l'utilisation à très court terme, donc moins de 7 à 10 jours, où là, finalement, on va avoir quand même un effet sur ce qu'on veut, pour notre propos d'aujourd'hui qui est l'antiprurigineux, mais avec peu d'effets secondaires comme on va le voir. Ensuite, vous avez un moyen terme, comme toute situation grise, c'est-à-dire il peut se passer quand même des choses, mais pas trop. Et puis à long terme, c'est là où on peut vraiment avoir les soucis, mais pas toujours, parce que les effets secondaires des corticoïdes sont finalement relativement individuels chez le chat. Donc, voyons à court terme pourquoi on devient assez tranquille à les utiliser, même à des doses de 1,5 à 2 mg/kg jour pendant une semaine. D'abord parce que dans les faits, il y a très peu d'effets secondaires rapportés par les propriétaires. Donc il n'y a pratiquement pas de PUPD,
parfois un petit peu de polyphagie, mais c'est sans commune mesure avec ce qui se passe chez le chien. Ce qui peut être apporté, c'est des troubles du comportement, soit souvent un chat qui est excité, comme souvent chez l'humain, hein, ça arrive aussi, ou des chats qui arrivent à se cacher. Bon, c'est toujours difficile de dire c'est les corticoïdes ou la prise du médicament qui peut faire ça. On sait aussi qu'il n'y a aucun impact hématobiochimique, hémodynamique, échocardiographique après 7 jours de prénisolone à 1 à 2 mg/kg, donc c'est la dose qui nous intéresse. Alors c'est sur des chats normaux, hein. Donc ça c'est une publication de 2019. Une autre publication a montré qu'il y avait une augmentation d'antidiurétiques, enfin, à visée cardiaque, la pro-BNP, donc sur ces chats-là, mais sans signe clinique. Donc il n'y a pas d'effet, je dirais, négatif sur ces chats simples d'une semaine de corticoïdes. Donc attention à des chats qui pourraient avoir des maladies chroniques. On revient sur les RCP, hein. Donc s'ils ont une insuffisance cardiaque, ça peut être différent. S'ils ont une insuffisance rénale, ça peut être différent. Donc prudence sur ces animaux, et là ça devient du bénéfice-risque, même sur des courtes durées. Mais sur des chats sains, on a des éléments pour dire que finalement il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas, pendant cette période, il n'y a rien de clinique. Et j'ai rajouté ça pour aussi dédramatiser la situation chez l'enfant, donc ça c'est des consensus qui sont assez récents. Alors j'ai repris le texte en anglais pour pas qu'on m'accuse de mal traduire ou d'interpréter. Donc c'est quelque chose qui ne montre pas d'effet secondaire si c'est utilisé de manière courte et suivant les règles. Et ça c'est important, hein. Il n'y a aucune raison de diminuer la dose progressivement si on l'utilise jusqu'à 2 semaines. Donc chez le chien ou le chat, il n'y a pas besoin de diminuer la dose pour protéger l'organisme. Si on veut diminuer la dose parce qu'on se dit on a calmé les choses, on a besoin de maintenir les choses peut-être jusqu'à une cicatrisation, on peut baisser la dose, mais pas pour une raison médicale, sur un plan organique. Et chez l'enfant, hein, je répète, 2 semaines de traitement avec 2 mg par kilo par jour vont en effet agir sur le système immunitaire. C'est ce qu'on demande à cette dose-là, parce que là, on est à des doses d'immunomodulatrices. Mais il n'y a rien qui se passe avant 5 jours. Donc, pendant 4-5 jours, vous avez tout loisir de donner un corticoïde, même s'il y a un peu d'infection, même s'il se passe quelque chose, il n'y a pas grand risque qu'on fasse du mal. Et la conclusion, c'est de dire que les corticostéroïdes, les glucocorticostéroïdes sont sûrs, efficaces, s'ils sont utilisés à des petites périodes, quitte à répéter ces périodes. Donc ça nous ouvre des portes quand même, je trouve, en toute sécurité, chez l'animal, que ce soit chez le chat ou chez le chien, pour ça, pendant cette phase très courte d'une semaine, 10 jours. En revanche, vous n'allez pas faire une semaine, arrêter 2 jours et refaire une semaine. Il ne faut pas surinterpréter ce que je dis. Mais si vous faites une semaine dans un mois, vous n'aurez pas grand risque de faire quoi que ce soit à un chat sain initialement. Ensuite, à moyen terme, il ne se passe toujours pas grand-chose, mais il peut quand même commencer à y avoir des choses. Donc il y a une publication qui dépasse le mois, pour le moyen terme, j'avais limité à 1 mois, où avec 3 mois ils ont reçu plus de 3 semaines de prednisolone, entre 3 semaines et 3 mois, et donc il y a quand même près de 10% des chats qui peuvent déclarer un diabète à l'issue de ces 3 mois. Donc attention à plus de 3 semaines, on va dire. Donc il y a, on va dire, les 7 jours, vous êtes tranquille. Entre 7 jours et 20 jours, il faut quand même faire un petit peu attention. Au-delà, non, prudence. À long terme, c'est là où on peut avoir les effets secondaires les plus graves. Avec, encore une fois, il y a des chats, vous pouvez mettre très longtemps sous corticoïdes qui n'auront rien, et puis d'autres qui, après 1 mois, 2 mois, comme l'a montré l'étude précédente, peuvent faire un diabète. On aura un impact, bien sûr, sur les reins, avec une insuffisance rénale, le cœur, sur la pression artérielle. Donc faites attention quand même à ces durées. Mais ces durées dans le prurite, finalement, ne sont pas grand d'intérêt, puisqu'on va calmer une crise et que derrière, on va essayer de faire un diagnostic différentiel ou un diagnostic dans la durée, puis si on va jusqu'à l'allergie, et l'allergie même aux aéroallergies. Et puis, vous avez cette particularité du chat qui est le syndrome d'hyperfragilité cutanée, qui est plutôt individuel aussi, et c'est des chats qui peuvent faire des déchirures cutanées spontanées, très sévères, très étendues, très difficiles à gérer, simplement sur quelques semaines ou mois ou injection de corticoïdes. C'est pas fréquent, mais ça arrive, et c'est un truc de chat. Glucocorticoïdes et immunité, chez le chat, il n'y a pas beaucoup de données. Tout ce qu'on sait,
Bon, il y a une étude ancienne, mais qui est avec la prednisone, donc c'est pour ça qu'il y a un mais à la fin de cette ligne, parce que l'étude qui ne montrait pas d'impact leucocytaire à 2 mg kg doit être prendre avec précaution, puisque, encore une fois, c'est de la prednisone et pas de la prednisolone. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. 2 injections d'acétate de méthylprednisolone, donc ça c'est quelque chose qui a un effet de retard d'au moins 3 semaines, voire plus. Donc 2 injections à 3 semaines d'écart chez un chat affecté par un herpès virus, eh bien il n'y a pas eu de déclenchement de signes. Il y en a eu un significatif, on va dire. Il y en a eu quelques signes dans 15% des cas contre 3% sur un placebo, mais c'est des signes qui étaient peu graves. Donc on a quand même un petit peu de liberté, mais pas trop. Et en revanche, ça c'est la pratique clinique, et je ne suis pas le seul à constater ça, qu'il y a peu de sorties de pyodermite chez des chats traités au long cours pour des dermatites auto-immunes, des anémies hémolytiques auto-immunes, des thrombopathies immunitaires, etc., des méningites, etc. Donc il n'y a pas tellement de sorties. En revanche, il peut y avoir des sorties de démodécie, notamment avec les masques pour les chats asthmatiques qui utilisent du Flixotide. J'ai fait une bêtise. On peut aussi utiliser des corticoïdes topiques. Alors, on peut utiliser la séponate d'hydrocortisone, mais c'est hors AMM, mais c'est publié, avec peu d'effets secondaires ou pas d'effets secondaires. Il faut vérifier l'acceptation du spray, l'acceptation de l'odeur, qui est une odeur un peu alcoolique, et donc de la tolérance du chat avant de l'administrer, et éviter le léchage pour être par sécurité 30 minutes. Mais c'est tout à fait utilisable sur des zones samplées, et typiquement donc dans l'alopécie auto-induite, c'est quelque chose que personnellement moi j'utilise assez régulièrement après vérification que le chat bien sûr tolère. Alors après vous avez d'autres dermocorticoïdes, on a des formes vétérinaires qui ont des AMM chats mais qui sont des dermocorticoïdes de classe 1, donc assez faibles, et chez le chat c'est une puissance qui est un peu insuffisante à mon sens pour être efficace sur des cas un peu sévères. Si c'est juste un érythème, ça peut suffire, mais à partir du moment où l'érythème est un peu dépassé, il faut plutôt passer à des classes 3. Alors, soit le spray, donc acéponate d'hydrocortisone, soit des bêta-métazones humaines, comme je vous ai mis le Betneval, la diprozone, qui sont des choses tout à fait bien utilisées chez l'enfant atopique, par exemple, très fréquemment. Il est conseillé de porter des gants, puisque ça reste un dermocorticoïde de classe 3, avec une pénétration cutanée, donc même pour l'humain. Et pareil, il faut éviter le léchage. Donc en résumé, glucocortique et pruride, pour moi, c'est le médicament de choix chez le chat, du moment qu'il est utilisé brièvement. Il est bien sûr utilisable après, encore une fois, un diagnostic différentiel, je n'insisterai jamais trop là-dessus. C'est vraiment une gestion de crise qu'on cherche à casser le mécanisme allergique. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce qu'on sait que pour déclencher un prurite allergique, par exemple, il faut une charge allergénique importante, alors que pour simplement maintenir ce prurite allergique, il ne faut pas grand-chose. Donc c'est bien connu avec les puces. Donc il faut casser le mécanisme allergique, et pour ça, les corticoïdes sont assez royaux. Et chez le chat, on n'a pratiquement que ça. Si on l'utilise brièvement, comme j'ai essayé de vous le montrer, il ne faut pas avoir peur, et corticophobie, il faut en avoir pour ne pas l'utiliser anormalement ou pas aller dans la facilité, en dire bah, si ça va bien, après vous gérez avec ça et puis on ne se revoit plus. Donc il faut continuer le diagnostic et la prévention, mais en tout cas, ça nous laisse une laxité d'utilisation sans prendre de risques. Encore une fois, tout ce qui a été prouvé, c'est sur des chats sains, c'est quand même heureusement la majorité des cas, sur des chats qui ont des maladies rénales peu avancées ou cardiaques contrôlées, surtout des insuffisances cardiaques congestives, eh bien, il n'y a pas un gros risque à faire une semaine de glucocorticoïdes. Il peut y en avoir, mais enfin, ce n'est pas fréquent. Tout ce qui est jour alterné ou petite dose, comme on utilise beaucoup en digestif par exemple, n'évite pas les effets secondaires. Donc il ne faut pas se reposer là-dessus, ça n'a pas grand intérêt, ça a un intérêt quand on ne peut pas se passer de corticoïdes comme dans les maladies auto-immunes, mais déjà dans les maladies auto-immunes, il faut envisager d'autres maladies, d'autres médicaments comme la cyclosporine, pour limiter cet usage au long cours, c'est ça qui est les délétères. Et alterner un jour sur deux, ça veut dire l'organisme n'a pas le temps d'éponger les corticoïdes que vous avez administrés, et à ce moment-là, on a des effets secondaires. Et pareil avec les petites doses, donner une petite dose, c'est toujours une dose de corticoïdes qui gêne le fonctionnement normal des glandes surrénales, donc il ne faut pas verser dans cette facilité en se disant « oh, ça viendra plus tard ». Les molécules, vous les connaissez, c'est la prednisolone chez le chat, pas la prednisone. Donc moi je l'utilise, c'est ma façon de faire.
1,5 à 2 mg kilo jusqu'à cicatrisation s'il y a une plaie. Après, on peut utiliser des choses plus courtes. Plus on intervient vite, moins long on aura besoin. S'il y a une plaie, il faut qu'elle arrive à cicatrisation. Si c'est juste un érythème, on peut, avec 3-4 jours, calmer le mécanisme. C'est tout ce qui nous importe. Encore une fois, on est en symptomatique. Et la cortisone ne va pas soigner une allergie. La cortisone va juste passer une crise. On peut utiliser la dexaméthasone, notamment en cas d'échec prénisolone, ça c'est par voie orale, ou par traitement injectable si on doit, sur un chat difficile, on préfère faire une piqûre. Il y a différentes dexaméthasones, je ne suis pas rentré dans le détail dans cet exposé, mais il y a différentes dexaméthasones avec des durées d'action différentes, donc jusqu'à une dexaméthasone qui agit 4-5 jours peut tout à fait être intéressant. Il faut plutôt démarrer dans les formes, dans les franges hauts de ces 1 à 2 mg kilo, dans le prurite cervico-facial et dans le complexe radiomyosinophilique du chat, hein, pour baisser, en revanche, dès qu'on a une amélioration. Mais il faut mieux aller vite, étant donné, dans le prurite cervico-facial, la violence parfois des démangeaisons et des plaies que se crée l'animal. Et l'injectable retard, acétate de méthylprénisolone, c'est utilisable sans réel problème, hein, ça a été montré. Une fois, il n'y a pas de réel problème, mais on peut se poser le problème de l'utilisation sur 3 à 4 semaines. C'est rare d'avoir besoin d'un antiprurigineux pendant 3 à 4 semaines. Donc s'il y a une rechute, c'est un autre événement, c'est une autre chute. Donc il vaut mieux redonner une petite cure de corticoïdes péros plutôt que de faire cette piqûre qui va finalement injecter, inonder un peu l'organisme de corticoïdes, et puis en disant débrouille-toi avec ça, et puis ça s'éliminera. Quand ça s'éliminera, ça peut aller jusqu'à 6-8 semaines pour l'élimination. Donc c'est une imprégnation longue. Donc là, on rentre dans les effets secondaires embêtants de durée de plus d'un mois. Donc pour moi, ça n'a pas tellement sa place. Il vaut mieux utiliser une dexaméthasone de semi-durée, on va dire, plutôt que ces piqûres-là. Super clair pour les glucocorticoïdes. Merci Je t'ai beaucoup. convaincu. Oui, oui, complètement. Alors, question, la cyclosporine, quand et comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la cyclosporine, c'est surtout comment, parce que c'est ça son problème. Mais on va voir aussi le quand. Alors, toujours pareil, c'est bon de rappeler aussi un peu les RCP. Donc c'est un traitement symptomatique de la dermatite allergique chronique. Donc c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus guérir avec ça une allergie, on va juste calmer les choses. Donc on a déjà dans cet intitulé la durée d'action qu'on va l'utiliser quand on a un problème chronique récidivant très rapidement et qu'on aura besoin de trop de glucocorticoïdes pour calmer le chat. Donc sa place, c'est le traitement symptomatique de la dermatite allergique chronique. Les préalables, c'est bien sûr la vérification FELV-FIV, puisqu'on a quand même là un produit qui agit sur les lymphocytes T et donc qui a des propriétés immunomodulatrices. Hein, c'est le médicament anti-rejet de greffe chez l'homme. Bon, ce n'est pas du tout la même dose, hein, c'est autour de 20 à 25 mg kilo, donc on n'est pas du tout dans le même domaine. Mais nous, avec nos 7 mg kilo chez le chat et 5 chez le chien, mais on a quand même un impact sur l'immunité, donc avec des virus, et surtout avec des virus. Donc il faut faire attention et FELV, FIV en préalable. La toxoplasmose, donc ce n'est pas un problème si le chat est déjà infecté ou s'il n'a pas accès à des risques d'infestation. Donc là où il faut se méfier, c'est les chasseurs, c'est difficile à dire, chasseurs séronégatifs, c'est-à-dire s'ils n'ont jamais été en contact avec la toxoplasmose, n'ont pas fait d'anticorps et qui chassent, ils peuvent être contaminés. Et à ce moment-là, sous cyclosporine, on a eu des cas de toxoplasmose fatale. Ce n'est pas fréquent, hein, mais ça arrive. Donc, sur les chasseurs, c'est presque la seule indication de faire une sérologie de toxoplasmose. La toxicité n'a pas été évaluée chez des chats de moins de 2 kg. Bon, c'est assez rare quand même qu'on ait des chats de moins de 2 kg qui se grattent de manière chronique. Que ce soit administré avec la nourriture ou pas, ça n'a pas grande importance chez le chat, sauf pour la tolérance. Et la dose, ça c'est important aussi, un peu plus importante que chez le chien, puisqu'on est à 7 mg kg, et il vaut mieux un peu surdoser que sous-doser. Hein, si on est, mettons, avec un chat de 3 kg 2, 3 kg 3, ben, on va plutôt donner 25 ou 30 que 20. Hein. Et puis, il ne faut pas être pressé. Donc, ce n'est pas un médicament d'action rapide, c'est un médicament qui prend son temps. Il faut arriver à une dose cumulée dans l'organisme qui arrive à être efficace. Donc, ça prend entre 15 jours et 6 semaines en moyenne. Donc, 3 à 8 semaines pour être large. C'est important aussi pour ne pas que les propriétaires soient déçus de l'action et qu'ils se disent en 3 semaines, bah, j'ai rien vu, c'est toujours pareil, donc j'arrête.
Les effets secondaires, alors c'est ceux des RCP. Donc sur la vaccination, finalement, on n'a pas trop d'incidence sur le rappel, on a une incidence sur la primo-vaccination, ça c'est bien établi. Et par rapport à la vaccination, il y a une contre-indication RCP encore une fois, mais c'est bénéfice-risque. C'est-à-dire si vous lancez un traitement qui marche très bien avec la cyclosporine, le bénéfice-risque, c'est qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Arrêter la cyclosporine pour vacciner et reprendre tout au départ, ensuite, ou ne pas vacciner. Les effets secondaires sont dominés par les troubles digestifs et aussi les difficultés d'administration. Alors moi j'ai mis ça dans les effets secondaires. Il a été montré récemment que dans 21% des cas, c'est impossible, c'est pas que le chat a des troubles digestifs, c'est que le chat ne veut plus le médicament et c'est impossible de lui donner. Les maîtres, dès que le chat entend le flacon s'ouvrir, il se sauve ou le sentent, je ne sais pas, il se sauve et il est introuvable, ou après c'est la bagarre, enfin, ça devient impossible à faire. Donc c'est un cas sur 5 comme ça, donc c'est pas négligeable. Alors, ce n'est pas un vrai effet secondaire, mais c'est une limite au traitement. Donc, il faut anticiper ça. Même si c'est que pour 20% des chats, il faut anticiper ça avec les gens, on va voir comment. Troubles digestifs, ça c'est parce que ce n'est pas très bien toléré, surtout en phase d'initiation, avec de la salivation et des vomissements. En revanche, il n'y a pas spécialement de sortie de bactériurie, ça a été prouvé, et pas de sortie évidence non plus d'herpès virus. Pourtant, on pouvait craindre que, de par l'activité lymphocytaire de la cyclosporine, on ait des sorties d'herpès virus sur des chats donc non symptomatiques, ce qui n'est pas spécialement le cas. Et pas vraiment de surveillance biologique, puisqu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de toxicité rénale chez le chat, ni hépatique d'ailleurs, puisque c'est une élimination essentiellement rénale, mais qui passe beaucoup mieux que chez l'humain. Chez l'humain, oui, c'est une toxicité rénale, et les greffés meurent souvent de la cyclosporine, alors que chez le chat et le chien, vraiment, c'est un médicament qu'on peut donner sur le long cours. Alors, quand et comment? Eh bien, on va le donner dans le chronique. Et le chronique, c'est essentiellement le prurite cervico-facial, puisque non seulement c'est du chronique, mais c'est du violent. C'est-à-dire, malheureusement, ils ont des griffes au bout des pattes, et quand ils se grattent, ils se mettent des coups de serpe sur la peau, ce qui entraîne des blessures, qui croûtent, qui se surinfectent, qui grattent encore plus, etc. Donc, il faut en parler assez rapidement quand ça commence. Encore une fois, ça ne vous dispense pas de la démarche diagnostique. Ça ne dispense pas des corticoïdes, puisque là, on a besoin d'une action excessivement rapide pour bloquer tout de suite quelque chose. Donc, tandis que là, on va avoir un traitement qui va se mettre en place sur les semaines. Donc, comme je l'ai spécifié sur la diapositive, c'est une démarche diagnostique qui est déjà avancée, avec même un régime d'éviction déjà effectué, parce que si vous faites tout ensemble, c'est compliqué de s'en sortir. Donc on a quand même, vous voyez, on ne va pas donner de la cyclosporine déjà avant 3-4 mois de suivi de ce chat. Et c'est quand la nécessité de glucocorticoïdes est trop fréquente, donc pour moi c'est supérieur à 2 cures de 4-5 jours par mois, cure isolée, c'est-à-dire 4 jours avec, 10 jours sans, nouveau 4 jours, etc. Quand c'est supérieur à ça, pour moi, c'est le moment où il faut arrêter. Et prévoyez 7 à 10 mg kg, donc je vous disais adapté au poids plutôt vers le haut, quitte à baisser après quand tout va bien, mais moi je dirais qu'il faut essayer de ne pas se rater avec la mise en place de la cyclosporine, parce que sur ces chats-là, eh bien, c'est quelque chose d'absolument nécessaire à leur confort et à leur bien-être. On peut l'utiliser dans les maladies complexes granulomésophiles, surtout dans les plaques eosinophiliques récidivantes, parce que ça peut nécessiter des grosses doses de corticoïdes initiales. A été utilisé dans l'ulcère collagénolytique, donc l'ulcère labial, mais la réponse est inconstante. Il faut être prudent dans ce qu'on dit aux propriétaires. Dans mon expérience, on doit être à 60% à peu près d'efficacité. Et puis là, ça sort du propos, puisque ce n'est pas quelque chose qui est très prurigineux, même si moi je pense qu'il y a un problème de léchage de la lèvre initiale. Et dans les autres cas, c'est rarement utile, parce que c'est des choses qu'on peut, pour la plupart du temps, améliorer avec des corticoïdes. Pour l'alopécie auto-induite, pour moi, c'est un peu soigner une puce avec une automitrailleuse. Et on a aussi, dans ces cas-là récidivants, on a aussi acéponate d'hydrocortisone qui peut nous aider chez les chats qui le tolèrent, encore une fois. Pour la dermatite miliaire, ça c'est tellement dominé par la DAPP que c'est dommage de mettre de la cyclosporine là-dessus. Et on peut l'utiliser aussi sur des prurites de chats chroniques, mais sur des chats qui ont des maladies intercurrentes comme une insuffisance cardiaque, même une insuffisance rénale. Alors c'est aussi contre-indiqué dans l'insuffisance rénale, mais c'est mieux toléré
que les corticoïdes en tout cas, ou le diabète bien évidemment, même si c'est quelque chose qui est à faire attention dans le diabète. Enfin, c'est rare que les cyclosporines induisent un diabète, donc c'est mieux, si on a un choix à faire, c'est mieux la cyclosporine que les corticoïdes. La mise en place, donc c'est vérifier, ça c'est les conditions RCP, si possible de vacciner, si le chat doit être vacciné en 2 mois, c'est mieux de le vacciner quand vous mettez en place le traitement que 2 mois après, quand le traitement sera en plein boom. Vérifier les sorties et les chasses, parce que c'est ça qu'il faut un peu moduler pour le propriétaire, et plutôt utiliser 7 mg kg minimum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mon conseil, c'est d'essayer d'apprendre aux gens aussi à leur montrer que ce n'est pas si facile, et d'anticiper les 20 et quelques % de Delporte qui sont abandonnés en cours de chemin. Donc, commencer à des doses faibles pour dépister les effets secondaires, notamment de salivation, parce que c'est tellement amer que ça entraîne un pialisme important. Donc, débuter à 0,1 ml. Chez le chat, on va aller à 0,3, pour les gros chats, 0,4, mais 0,1 ml, puis 0,2 pendant un jour ou deux, hein, c'est tout. Puis on monte assez vite comme ça pour dépister les effets secondaires à moindre dose. Aussi d'anticiper en identifiant des aliments que les chats adorent, et puis les donner en gâterie pour cacher du liquide dedans, des aliments style mousse, style fromage blanc, des rillettes pour nous les Français, sardines, des choses comme ça, hein, dans lequel on va donner un petit morceau sans rien pour que le chat soit content, et dans le deuxième, il y a le piège avec la cyclosporine. Et tourner les choses, parce qu'un chat, c'est quand même un bon flair, et donc parce qu'ils sont capables, après quelques jours, de savoir qu'il y a quelque chose et d'arrêter. Donc tourner tous les 2-3 jours, vous changez d'aliment comme ça. Donc si on peut préparer le traitement, après il y a des chats qui le prennent spontanément, il ne faut pas les accuser d'être trop fine-gueule, mais pour autant, il faut préparer les propriétaires à ça, et que ça soit plutôt une bonne surprise que ça soit facile à donner. En tout cas, il ne faut pas se battre, hein, parce qu'avec un chat, on perd toujours. Donc, pour moi, il ne faut pas se battre avec son chat pour lui mettre dans une serviette pour faire aller sa cyclosporine. Vous allez le faire 2 jours et après, vous ne le verrez plus. Et puis, s'il y a des vomissements trop importants, on arrête. Si c'est tout au début, ça vaut le coup d'arrêter et puis de reprendre quelques jours après, parce qu'il peut toujours y avoir des situations concomitantes. Hein. Faites une courbe de poids, parce que c'est quand même signalé des amaigrissements dans les mois qui suivent. Parce qu'il y a un peu d'écœurement du chat, on peut avoir un peu d'amaigrissement. Donc à signaler cette courbe de poids. Partir sur un minimum de 4, 6, 8 semaines pour juger vraiment de ce que donne le traitement. Puis ensuite, diminuer la fréquence. Moi, je préfère diminuer la fréquence que la dose. Certaines diminuent la dose. C'est publié sur la fréquence, ce n'est pas publié sur la dose. Et je pense qu'il faut plutôt maintenir une concentration élevée. Donc maintenir avec des doses standards de 7 mg kg en moyenne, et diminuer la fréquence tous les 2 jours. Puis si ça tient tous les 2 jours, 2 fois par semaine, on peut arriver dans un peu plus de la moitié des cas 2 fois par semaine. Ce qui est très économique et puis qui embête moins le chat, hein, c'est vrai. Et puis si on veut, on a besoin, on peut ajouter un peu de corticoïdes s'il y a un besoin au départ, puisque la mise en place va demander un certain temps, ou s'il y a une poussée qui dépasse, mettons vous avez un chat qui est contrôlé avec une administration tous les 2 jours, et s'il fait une poussée, ce qui peut arriver, vous pouvez très bien gérer la poussée avec quelques jours de corticoïdes, malgré la cyclosporine, ça se marie très bien. Donc cyclosporine en résumé, c'est un médicament symptomatique, mais qui lui va être plutôt sur le long cours, à la différence des glucocorticoïdes. Il y a les précautions d'utilisation qu'il faut connaître, et la difficulté, et appréhender la difficulté d'administration, c'est un assez nombreux chats. Donc pour moi, c'est surtout un dialogue avec le propriétaire, parce que c'est un très bon médicament sur le long cours, et sur le long cours, on n'a que lui, donc c'est important que ça passe. Hein. Donc plutôt sur des cas difficiles et récidivants, surtout sur du chronique, ou sur des contre-indications aux corticoïdes. Très très clair. Et maintenant, pour finir, le tour des molécules, et il nous manque que les antihistaminiques. Alors oui, là on baisse d'un cran dans la puissance, et surtout avec les antihistaminiques. Dans les antihistaminiques, donc c'est un spectre très étroit, hein, c'est vraiment le blocage de l'histamine. Donc il faut qu'il y ait de l'histamine qui soit importante dans l'allergie pour que ça fonctionne. Or chez le chat et le chien, c'est pas énorme. Ça peut jouer, donc d'emblée, hein, c'est pas un médicament de crise. Donc c'est un médicament qu'on va utiliser dans la prévention. Donc il faut faire, de toute façon, même pour qu'il fonctionne, il faut libérer les récepteurs à l'histamine, et ça c'est le rôle des corticoïdes, pour qu'ensuite l'antihistaminique se mette à la place de l'histamine, occupe les récepteurs et empêche l'histamine d'aller se coupler aux récepteurs. C'est comme ça que ça marche.
Donc il faut déjà dégager les récepteurs corticoïdes et ensuite mettre l'antihistaminique. Donc ça ne peut venir qu'en prévention et pas en traitement. Ça aussi à la fois parce que l'histamine n'est pas très important, mais aussi mécaniquement sur l'action de la molécule. En plus, on n'a que des données anciennes qui étaient mauvaises, c'est-à-dire on donnait justement des antihistaminiques en crise, par cure d'une semaine, on en changeait toutes les semaines et puis regardez celui qui faisait quelque chose. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, donc on n'a pas beaucoup de publications qui utilisent en prévention sur 1 mois ou 2, comme on le fait chez l'enfant. On fait les publications, c'est sur 2 à 4 mois chez l'enfant, donc chez le chat et le chien, ça devrait être la même chose, ce qu'on n'a pas du tout. Donc c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup en plus de molécules. Les dernières molécules qu'on avait ont été retirées de la pharmacopée. Donc on n'a plus d'antihistaminique vétérinaire. On n'en a plus qu'un, mais qui associe de la dexaméthasone. Donc ce n'est pas vraiment un antihistaminique, autant donner de la dexaméthasone. Alors certains disaient que ça fonctionnait parce que ça endormissait le chat, ce qui est possible. Donc on donnait plutôt la nuit pour que le chat évite de se gratter la nuit. Mais on les utilise de moins en moins. Alors, on parle de la cétirizine, mais il y a une publication qui est une des rares publications contre placebo des antihistaminiques qui ne montre pas d'action spécifique à une dose qui est la dose chat, qui est une dose importante, 1 mg kg jour. Chez l'homme, on donne 10 mg kg jour. Donc là, on donne 5 mg à un chat de 5 kg. Donc on donne la moitié de la dose humaine. Donc les pharmaciens peuvent être un peu surpris de la dose, mais c'est comme ça. La dose est prouvée chez le chat. Et contre placebo, ça ne marche pas sur ce nombre de chats, donc pas tellement utilisable. Vous avez la polaramine, donc c'est de la dexchlorphéniramine, et nous on a des papiers d'utilisation de la chlorphéniramine chez le chat. Or, la dexchlorphéniramine est 2 fois plus actif que la chlorphéniramine. Ça, c'est des publications humaines, mais c'est sans doute la même chose. Et donc, il ne faut pas donner la dose qui était donnée de chlorphéniramine, sinon vous exposez à des troubles urinaires et des problèmes de blocage urinaire, de troubles de la miction. À 2 mg chat 2 fois par jour, il faut donner 2 mg chat. Donc un demi matin et soir, si vous voulez, de comprimé à 2 mg. Alors moi, c'est ce que j'utilise avec un résultat moyen, voire mauvais, mais j'ai quelques chats qui sont dépendants. Donc, c'est-à-dire on arrête, ça recommence, il faut remettre un petit peu de corticoïdes et on reprend l'antihistaminique derrière et ça va à nouveau bien. Donc il y a quand même des petites choses, mais c'est quand même très modeste. Et la fexafenadine est très peu utilisée chez le chien avec des données de doses qui sont encore un peu floues et on n'a rien chez le chat, donc je ne vous conseille pas de l'utiliser. Donc, ancienne publication, une prévention, enfin, un résumé de ce que je vous ai déjà dit, peu de données, donc on ne va pas beaucoup les utiliser. Ça peut être, moi je les utilise un peu pour les gens parce que c'est des médicaments qu'ils connaissent, ils savent que ce n'est pas méchant, beaucoup de gens en prennent. Et donc, ils se disent, bah oui, ça fait partie, on ne peut pas en donner des antihistaminiques. Mais si, pas de problème, donc on peut donner de la polaramine ou de la cétirizine à ces chiens-là, à ce genre-là, mais en disant que ça ne marche pas très bien chez le chat. Pas leur donner trop d'espoir, mais ça peut leur permettre de répondre à une attente. Il ne faut pas hésiter. Bon, déjà, dernière question, il y a des autres solutions? Pas beaucoup. Alors, on va voir ce qu'il est dit. Il y a plein de produits, notamment le clacitinib. On pensait que ça pouvait, comme ça marche si bien chez le chien, on pensait que ça pouvait être intéressant chez le chat. Les premiers essais ont été décevants à la dose chien. Et deuxième à dose plus importante, donc au double de la dose canine, donc totalement hors AMM, ont donné des résultats puisqu'il y avait une amélioration de à peu près de 75%, donc tout à fait intéressant. Et puis, il y a des données de pharmacocinétique plus récentes qui montrent que chez le chat, il y a une élimination plus importante et qui en plus est variable sur les individus et il est recommandé de les donner 2 voire 3 fois par jour. Donc là, ça devient compliqué. Et puis, il y a surtout une autre étude sur l'immunité, enfin sur l'impact sur l'IL-31. Et on s'est aperçu qu'il n'y a pas de différence chez le chien et le chat allergique sur le taux d'IL-31, ce qui explique sans doute que l'apoquel ne soit pas très intéressant. Et donc aussi que l'anticorps monoclonal anti-IL-31 qu'on a chez le chien, qui était en étude chez le chat, a été abandonné par le laboratoire. Parce que l'IL-31, ce n'est pas la bonne cible chez le chat. Donc l'apoquel, ce n'est pas un bon médicament chez le chat. Et en plus, les recommandations du laboratoire sont passées de off-label, c'est-à-dire si vous voulez, mais c'est votre responsabilité, à do not use, c'est-à-dire qu'ils ont des données qui veut dire qu'il y a une toxicité ou qu'il se passe des choses, sans doute à moyen terme, qui sont embêtantes parce que les premières études à 1 mois, bon, il n'y avait pas énormément de chats, c'était une quinzaine de chats, mais il n'y avait pas d'effet secondaire. Donc pour moi, c'est plutôt à ne pas utiliser chez le chat, en tout cas vraiment à utiliser avec de grandes précautions et en tout cas pas plus d'1 mois.
Donc, ce n'est pas du tout un médicament qui va nous aider, malheureusement. Et c'est dommage. Même sur quand on se dit « Oh, ben, je n'ai pas envie de donner de corticoïdes, je vais donner de l'astime », faites attention quand même. Alors ça excite tout le monde, les gabapentinoïdes, donc avec la gabapentine ou la progabaline. Donc c'est des médicaments, c'est des neurotransmetteurs, ce qui agit sur la transmission nerveuse. Donc c'est un médicament qui est utilisé dans les neuropathies périphériques, surtout chez l'homme, parfois dans l'épilepsie. C'est utilisé dans les neuropathies, notamment les problèmes de disco chez le chien, avec bénéfice. Et on l'a affublé d'un effet antiprurigineux chez le chat qui existe dans certaines conditions, mais qui est pas vraiment prouvé. En tout cas, sur l'allergie, on n'a pas d'éléments pour dire que ça fonctionne. Donc pour l'instant, on peut l'essayer, ça fait partie d'un arsenal, d'autant qu'il n'y a pas énormément d'effets secondaires, c'est ce qu'on peut lui reconnaître, qu'il y a un peu d'endormissement, mais à peine. Il n'y a pas vraiment de surdosage chez la souris. Vous voyez, on est monté à des doses monumentales. Je ne sais pas où il le mettait dans la souris même, mais il n'y a pas grand-chose comme effet secondaire. Donc on peut le faire. On a des propriétés anxiolytiques, analgésiques, puisque on en a de la prégabaline maintenant avec AMM, qui s'appelle Bonquat. Pour son indication, c'est tranquillisation du chat avant la visite. Enfin, c'est plutôt vraiment un anxiolytique, ce n'est pas une tranquillisation. Donc pour diminuer son anxiété avant la visite vétérinaire. Donc c'est l'AMM pour ça, ce n'est pas pour autre chose. Donc il y a des choses on va les utiliser de plus en plus dans les années à venir. Comme antiprurigineux, on peut les utiliser à 5-10 mg kg 2 à 3 fois par jour. Et puis on essaye sur 10-15 jours, puis voir un peu ce qui se passe. C'est un médicament qui a une accoutumance, mais après quelques semaines à mois, ce n'est pas trop chez l'animal, mais chez l'humain, après 2 mois, il faut baisser par petits paliers. Donc, à voir pour la suite. Moi, j'essaye de l'utiliser sur des prurites localisées. Donc, c'est pourquoi pas, on peut avoir un bénéfice. Ça peut être une adjonction des autres médicaments, corticoïdes ou cyclosporine. Le chlorambucil, alors ça on va vite passer, parce que c'est un immunomodulateur, c'est une chimiothérapie, donc faire quand même attention. Et il est plus disponible à l'achat en pharmacie, il faut faire une prescription extemporanée dans des pharmacies spécialisées pour l'avoir. Donc on peut l'avoir, mais c'est un peu plus compliqué. Ça nécessite un suivi parce qu'on a une action quand même hématologique. Donc par rapport à son activité, il faut lui préférer la cyclosporine. Donc il n'y a guère que sur l'ulcère collagénolytique rebelle où il a peut-être été, il peut avoir un intérêt en dermatologie prurigineuse, mais encore là le prurite est limité. Donc très peu intéressant. Ça aussi, ça a été décrit comme épargnant des corticoïdes, donc les PEA, c'est palmitoyl éthanolamide, c'est le palmidol en vétérinaire. Donc c'est un lipide qui limite la dégranulation mastocytaire et la prolifération lymphocytaire. Donc on a une activité quand même cellulaire, c'est utilisé chez l'homme dans des arthrites ou dans même la sclérose en plaques. Donc on a une forme qui est ultramicronisée, qui est intéressante et il y a eu quelques publications donc avec une activité quand même significative dans 2/3 des cas sur plaques ou granulome éosinophiliques. Et plus récemment, donc en prévention de rechute allergique non DAPP, donc un peu comme l'antihistaminique, on le place donc après un peu de calme acquis avec les glucocorticoïdes. Et là, on a une rechute à 40 jours versus 22 jours, donc on est presque au double. Donc on est passé de 3 semaines à 6 semaines, donc c'est pas trop mal. C'est pas mirobolant, mais ça peut être un plus, pareil, en adjonction d'un traitement chronique. Et puis, vous avez d'autres trucs, là, une publication sur le maropitant. Personnellement, je ne vais pas vous le recommander parce qu'on sort vraiment là, de l'AMM. C'est un médicament qui a des effets secondaires, notamment au niveau hépatique. Donc, 1 mois de traitement comme c'était dans l'étude. Bon, là, si vous avez peur des corticoïdes, ayez peur du maropitant sur 1 mois. Donc, et en revanche, l'étude avait montré une efficacité tout à fait significative. Il faudrait, à mon avis, d'autres études au long cours pour l'utiliser et recommander de l'utiliser. Les acides gras essentiels sont indirectement, alors ça a été essayé comme antidémangeaison dans les années 90 avec des publications, mais qui ne dépassaient pas l'effet placebo, qui était de l'ordre de 25%, enfin qui est toujours de l'ordre de 25%. Donc pas d'intérêt, peut-être pour une épargne médicamenteuse. Donc on a intérêt d'utiliser les acides gras, mais pas comme antiprurigineux, on a intérêt à les utiliser pour la qualité de la peau, notamment pour les allergies, pour aider l'animal à améliorer sa barrière cutaine. Donc on n'est pas dans un médicament antiprurigineux. Les CBD, c'est à la mode, cannabinoïdes.
Alors, il y a des indications actuelles, notamment en tout ce qui est neurologique, névralgique, anxiété, etc. Il n'y a pas d'indication de rapportée, à ma connaissance, sur le prurite, hein. Mais ça a été essayé, on peut l'essayer, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre plus en avant, mais on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire, donc à 4 mg kg pendant 26 jours, une publication de 2024 assez récente, donc qui montre qu'on peut utiliser cette molécule avec sécurité pendant un mois, en gros, enfin, un peu plus de 3 semaines, à 4 mg kg sur un chasseur. Et puis, toutes les autres médecines alternatives, il y a une revue assez récente de 2022 qui a revu toute la bibliographie sur 21 médecines alternatives, homéopathie, enfin, tout ce que vous voulez, toutes les médecines alternatives. Donc, il y en a, je crois, c'était 12 qui n'avaient aucune publication, sur un peu plus de 900 publications. Et ils n'ont trouvé aucune preuve d'action significative. Il y avait, je crois, que 4 publications qui tenaient la route sur un plan scientifique, et donc aucune preuve d'action de ces médecines dans quelque domaine que ce soit, hein, dermato encore moins. Donc pour l'instant, dans nos connaissances actuelles, on ne peut pas recommander pour le prurite. Il y a plein de gens qui vont s'en servir en disant « Ah, c'est super, ça marche », mais on n'a pas de preuve. Et pour finir, pas négliger la restriction physique, donc soit par collerette, ça c'est surtout une atteinte faciale ou plaie corporelle, ou même le jersey ou le bandana quand il y a des atteintes strictement à la nuque. Si c'est pour la collerette, si c'est pour limiter un prurite sur le ventre, par exemple, dans l'alopécie auto-induite, moi je préfère les robes, c'est moins frustrant pour un chat que la collerette. Donc après, vous pouvez bricoler, faire coudre, etc. Et puis vous avez ça pour le prurite cervico-facial, qui est tout à fait intéressant. C'est des protège-griffes, c'est facile à mettre si le chat se laisse couper les griffes. Parce qu'il faut couper les griffes arrière, on peut en mettre qu'à l'arrière, bien sûr, hein, parce qu'à l'avant, bon, ça fait partie de la vie du chat. Bon, moi j'utilise les soft close parce que je trouve que la qualité du plastique est très bien. Là, c'est facile à mettre, ça tient 3 semaines, 4 semaines, en fonction de la griffe, et ça protège quand même significativement le chat sans l'embêter. Hein, c'est très bien toléré par le chat. Vous avez des tutos sur Internet. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et ça se limite à peu près à ça, hein. Donc finalement, quand utiliser quoi? Le préalable, c'est toujours ce que je vous disais, c'est la démarche diagnostique, à minima bien sûr, pyodermite, parasites, champignons, toute la base. Revoir la prévention antiparasitaire interne systématiquement dans le prurite, hein, chez le chat. Prévoir les visites de contrôle si besoin, d'emblée, si vous avez un doute, si le chat va bien, ils ne viennent pas. S'ils ne reviennent pas alors qu'ils se grattent, c'est leur problème. Les glucocorticoïdes, pour moi, restent le traitement d'attaque de la plupart de ces situations, même si on sait que c'est un parasite, on va tuer le parasite, mais en attendant, il faut calmer le chat, donc le glucocorticoïde peut le faire. C'est à la fois antiprurineux, anti-démangeaison, antalgique. Donc quelques jours, on n'a pas besoin, vous avez dit, vous avez une semaine de traitement, quoi, en gros. Ça peut être une injection de dexaméthasone si le chat est peu présent à la maison ou s'il n'est pas facile. Ensuite, de faire, c'est en cas de rechute, tout va dépendre de la fréquence de rechute. Si on a le loisir de faire de la prévention, on peut. Ou s'il faut refaire une cure brève de corticoïdes dès le début de la rechute, on peut aussi, si c'est pas trop rapide. Voilà. Donc tout ce qu'il faut, après, il faut avoir quand même la notion de rapidité de rechute pour adapter le traitement à ce qu'on va mettre en place. Sinon, on peut mettre en place en relais des corticoïdes, les antihistaminiques, les PEA, la séponate d'hydrocortisone sur l'alopécie auto-induite, etc. Et ensuite, réévaluer la situation, comme on l'a dit, poursuivre la démarche, empêcher l'aggravation, donc ça c'est s'il y a besoin, avec les restrictions physiques, évaluer la charge médicamenteuse, ça on ne parle pas assez de cette notion de charge médicamenteuse, donc faites tenir un petit carnet de traitement au propriétaire quand c'est du chronique, et puis si les besoins sont importants de cette charge médicamenteuse, la cyclosporine reste à l'heure actuelle le traitement de choix, notamment dans le prurite cervico-facial. Donc en conclusion, cette pharmacopée, elle est quand même beaucoup plus modeste chez le chat, bien sûr, comme vous l'avez dit, dominée par les corticoïdes, il faut un peu rationaliser son usage. La cyclosporine dans les cas chroniques avec une charge médicamenteuse corticoïde importante, et de ne pas oublier la haute fréquence des DAPP, donc de revenir en permanence sur les antiparasitaires en l'attente de nouvelles molécules. On aura un anticorps anti quelque chose, mais pour l'instant, le problème c'est qu'on ne sait pas quoi. Et merci beaucoup donc à Vetsan Clinics. Merci à toi Dominique.
cette opportunité de présentation de ces antiprurigineux chez le chat. Merci beaucoup. Merci pour la clarité Je de t'en ta prie. présentation, Dominique. Et je crois que tu nous as donné des conseils vraiment, vraiment très utiles pour la suite et pour toutes les personnes qui nous regardent. Et alors, pour vous, vous pouvez accéder à la présentation si vous voulez sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouveautés de nos futurs webinaires en France et sur les chaînes de Vetan Clinics en YouTube. Alors, merci et merci, Dominique. Merci Victor.